Nous voilà en live. Est-ce qu'on est en ligne? Oui. Donc, on a déjà un certain nombre de participants. Bonjour à tous. Gabriel, tu me confirmes que c'est bon, on est on air? Tout à fait. Parfait. Alors, on va attendre encore une minute. Je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent dans la salle. Et on va commencer. Hop. Bon, on y va. Rogelio, Hervé, c'est bon pour vous? Parfait. 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 Bon, donc bonjour à tous, bonjour à tous nos participants en ligne. Merci à Rogelio et Hervé d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire Tolson, où on va balayer les grands piliers de l'industrie 4.0 via les retours d'expérience de BIC et de Legrand. Donc, je suis Pierre Skapski, je suis en charge des sujets opérations au sein de Tolson. Je dirai un mot sur Tolson après. Donc, je travaille entre autres avec Gabriel qui va nous assister pour la régie aujourd'hui. Et je vais vous laisser Rogelio, Hervé vous présenter. Rogelio, peut-être d'abord, tu es dans l'ordre. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci Pierre pour cette opportunité de parler un petit peu de notre vision digitalisation industrie 4.0 chez BIC. Alors comme mon prénom l'indique, Rogelio Demé. Je suis né, j'ai été élevé à la ville de Mexico et je suis venu en France pour mes études d'ingénieur en 2003. Donc ma langue maternelle c'est l'espagnol. Et je me suis spécialisé en robotique, intelligence artificielle et voilà tout ce qu'on peut appeler les systèmes avancés il y a déjà 15 ans. J'ai passé ensuite 13 ans chez ArcelorMittal à faire le tour du monde pour travailler sur la digitalisation des usines du groupe. Donc voilà, à travers des systèmes experts, des jumeaux numériques, à travers la connectivité des différentes usines pour créer voilà des données en temps réel et centralisées. Donc tout ça évidemment destiné à l'optimisation des processus de production. En février dernier, j'ai intégré BIC pour prendre la responsabilité de mon équipe Manufacturing IT, dans le cadre d'une nouvelle organisation chez BIC dont je parlerai tout à l'heure. Donc un petit peu de BIC, un petit peu de mon équipe tout à l'heure. Et Hervé pour Legrand. Et donc bonjour à tous et à toutes, Hervé Gacoin. Donc je suis responsable performance et organisation industrielle du groupe Legrand. Et au travers de cette mission d'animation de la performance, je suis chargé de déployer le projet Industrie 4.0 pour le groupe Legrand. Mon passé est essentiellement industriel. J'ai travaillé une petite quinzaine d'années chez Legrand, chez Philips avant de travailler chez Legrand. Et depuis toujours dans des missions très opérationnelles tournées autour des opérations des différents groupes. Donc bienvenue à tous les deux. Je vais juste dire un petit mot rapide sur Tolson et pour expliquer pourquoi on est là et avec vous aujourd'hui. Donc Tolson, on est un cabinet de conseil qui travaille sur des sujets au sein des entreprises, sur concevoir des programmes de transformation et les mettre en œuvre. C'est la partie gauche en bleu de ce slide. Et on a une activité assez originale qui est d'organiser des communautés d'entreprises pour les faire échanger entre elles. Donc, on a une communauté dans le monde des achats, une communauté dans le monde de la sustainability, et depuis 2 ans, une communauté qui s'appelle Vision Industrie 4.0, qui réunit une grande dizaine de groupes industriels, donc que vous avez à l'écran, pour les faire échanger, pour les faire accélérer sur cette transformation digitale des opérations, en partageant ce qu'ils font et en collaborant ensemble. Donc, tout ça à travers à peu près toute l'Europe, un peu plus de 200 personnes qui participent et de tout niveau hiérarchique puisqu'on essaye d'avoir des gens spécialisés par sujet sur les sujets qu'on traite. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ces webinaires pour partager un peu les retours d'expérience qu'on a des industriels avec qui on travaille dans le cadre de ces communautés. Et donc merci encore Rogelio et Hervé d'ouvrir le bal aujourd'hui pour venir partager ce qui se passe chez BIC et chez Legrand. Donc, si je rentre dans le sujet, tout de suite. Donc, les sujets qu'on va couvrir aujourd'hui, on a dit, voilà, les grands piliers de l'industrie 4.0, ce qu'on voit en travaillant avec toutes ces boîtes. À la fin, on arrive à un découpage qui est d'un côté les sujets connectivité, data, dont on va plutôt parler avec Rogelio aujourd'hui. De l'autre, les sujets automatisation, qui seront pas totalement l'objet de ce webinaire. On va passer assez rapidement dessus. On aura une session qui sera dédiée avec des gens qui travaillent spécifiquement sur ces sujets-là. Et une dernière composante qui est essentielle au-delà de la technique, qui est l'aspect transformation organisationnelle et comment est-ce qu'on conduit cette transformation des opérations.
Donc voilà l'ensemble des sujets que l'on va parcourir aujourd'hui dans les 45-50 minutes qu'on a devant nous. Donc premier pilier, on va commencer sur le pilier sur la data. Finalement, quand on parle d'industrie 4.0, la première chose à laquelle on pense, c'est avoir des données et les utiliser, créer de la valeur, améliorer nos process avec ces données. Le premier, qui a un retour d'expérience Tolson, c'est quelque chose qu'on a vu en travaillant donc maintenant avec tous ces industriels. C'est, je dirais, le premier pas, ce qu'on voit souvent, la manière dont beaucoup d'entreprises ont commencé, qui est de connecter les hommes par différents moyens. Alors, vous avez le petit pictogramme à l'écran qui illustre certains des moyens, mais on se rend compte que c'est souvent l'un des premiers pas qui a été fait. Alors, il y a des exemples, c'est pour travailler sur réduire des erreurs, remplacer de la saisie manuelle et réduire le nombre d'erreurs, améliorer les compétences des gens en leur apportant des nouvelles solutions, travailler sur de la performance, des choses sur la pénibilité aussi, du partage d'informations. Donc, un certain nombre de tâches. Et encore une fois, on a souvent constaté que c'était le premier pas. Souvent, les entreprises commençaient par ça avant tout le reste dont on va parler, pour plusieurs raisons, finalement, qui sont celles qu'on a à l'écran. C'est un moyen assez rapide, relativement rapide et facile de commencer sur ces sujets Industrie 4.0. On le verra après quand on va discuter avec Rogelio de connecter les machines, qu'on entre sur des choses qui sont beaucoup plus structurelles. Et finalement, l'aspect connecter les hommes, ça peut se faire sans aller travailler sur le cœur des process, sans aller attaquer le cœur de l'organisation des usines et des équipes. Donc c'est d'où le fait que c'est un point de départ. Et c'est quelque chose qui est visible. C'est pour ça qu'on a pris cette image pour illustrer à l'écran. C'est que finalement, c'est un exemple évident, mais quand on met un iPad entre les mains d'un technicien ou d'un opérateur, on a une personne qui voit que son entreprise est en train de travailler sur l'industrie 4.0. Quand on se lance dans du master data pour les données industrielles, il faut potentiellement un certain temps avant que les gens sur le terrain voient concrètement qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc, c'est un premier pas très utile pour créer une dynamique, avancer, apprendre sur des sujets un peu plus faciles et montrer aux équipes qu'on est dans cette démarche et on est en train d'avancer sur ces sujets-là. Ensuite, vient le cœur du sujet avec tout un tas de sujets. On a volontairement mis un nuage de mots. C'est des choses, puisque vous assistez à ce webinaire aujourd'hui, que vous avez certainement déjà entendu. Tout un temps. C'est qu'un exemple, c'est que quelques exemples, mais des choses qu'on entend beaucoup, des sujets finalement face auxquels les industriels se retrouvent, à devoir se dire dans tout ce magma finalement, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pertinent chez moi et comment est-ce que je le fais. Pour essayer de répondre à ces questions, ça les met face à un certain nombre d'acteurs. Et c'est aussi une des complexités, c'est un certain nombre d'acteurs et de nouveaux acteurs. Alors, il y en a ici qui sont très connus dans le monde industriel, mais on a des sociétés qui avant n'étaient pas présentes dans le monde industriel et qui viennent maintenant développer des offres, puisque ce sujet Industrie 4.0, on se retrouve au croisement des trois dimensions qu'on a là, de l'automatisation, de l'IT, de toutes les solutions cloud et des télécommunications. Et on est quelque part au milieu. Donc, ce qui fait beaucoup d'acteurs, parmi lesquels il faut s'y retrouver. Et pour ajouter, on dirait, une petite couche de complexité, c'est qu'il y a aussi toutes les petites fusées représentent un peu l'offre de start-up. C'est qu'au-delà des grands groupes établis, on a aussi une multitude de start-up qui viennent proposer des solutions et face auxquelles les industriels, entre le mélange des sujets, le mélange des acteurs, être un peu perdus. Nous, dans ce qu'on a vu, et avant de passer la parole à Rogelio, il y a trois grands challenges dans les échanges qu'on a pu avoir avec les industriels qu'on a identifiés. Le premier, c'est de vivre avec l'existant. On construit pas des usines tous les jours et malheureusement, on a souvent eu cette réflexion dans nos groupes de travail qui est que finalement, si on construisait des usines neuves, ce serait beaucoup plus simple de faire de l'industrie 4.0. Mais là, on doit vivre avec des machines qui ont des âges différents, qui parlent des langages différents, qui viennent de producteurs différents. Et donc, il faut réussir à connecter tout ça, à construire quelque chose par-dessus ça. C'est un premier challenge et Rogelio va en parler pas mal. Le deuxième, il est plus de changer le type d'architecture qu'on rencontre. Le modèle classique d'architecture informatique pour le manufacturing est très pyramidal, très linéaire, en partant du terrain et en montant différentes couches jusqu'au sommet à l'ERP. Mais quand on parle d'industrie 4.0, on a une architecture qui change puisqu'on doit avoir la capacité à intégrer des multiples sources de données et à les diffuser vers des applications multiples. Donc, on doit trouver la juste balance entre ce monde un peu pyramidal qui permet de structurer les choses, de donner un cadre, et
mettre à disposition ces données, capter ces données de différents endroits et les mettre à disposition également dans différents endroits. Donc, ça implique de repenser énormément les systèmes IT. Et repenser les systèmes IT, ça va aussi, et ça reboucle avec le premier exemple, c'est d'amener des solutions sur le terrain. On cherche pas à faire de l'industrie 4.0 en développant des super logiciels experts qui vont être utilisés uniquement par des bureaux d'études ou des ingénieurs. On cherche à amener les solutions sur le terrain, à avoir de la prise de décision appuyée sur la donnée sur le terrain, ce qui implique de développer des solutions qui fonctionnent pour des gens qui n'utilisent pas ces systèmes experts, de leur donner les bonnes données à ces solutions, qu'elles viennent de l'IT ou qu'elles viennent de l'OIT. Ça implique de gérer la sécurité avec de nouveaux appareils qu'on vient connecter. Ça implique de formaliser des savoirs, et c'est un challenge qu'on rencontre assez souvent, de mettre dans une solution un savoir. Donc voilà les 3 grands challenges qu'on rencontre. Et donc pour en parler, pour dire comment est-ce que quand on est un grand groupe industriel, on le fait. On a invité Rogelio à parler. Donc Rogelio, je vais passer ta présentation. Je te laisse peut-être dire un mot, te présenter BIC et ton activité chez BIC. Ouais, donc d'ailleurs, tu peux passer à la slide suivante, hein, Pierre. Ouais, je suis en train. Gabriel, tu acceptes? Si ça arrive. C'est bon, ça arrive. Bon voilà, donc je vais commencer évidemment. Donc c'est avant, voilà, c'est la suivante. Te voilà. Voilà, je vais commencer par parler un petit peu quand même de BIC. Donc voilà, c'est la première chose que je voulais dire de BIC, c'est que je trouve assez drôle, moi en tant que Mexicain, c'est que nous avons tous eu un BIC entre nos mains, et pas qu'en France, sans savoir forcément d'où il venait. Donc moi, enfant au Mexique, j'étais persuadé que BIC était une marque locale et mexicaine. Et j'ai pu constater que c'était le cas aussi dans d'autres pays comme le Brésil. Et c'est assez normal puisque le fondateur, je pense que vous avez peut-être entendu parler du baron Bic, le très fameux baron Bic, passionné des sports. Il ambitionnait des produits de qualité, simples de qualité, pour tout et pour tout le monde, partout et pour tout le monde. Et donc, il est intéressant de savoir que 50% de la production, elle est faite en France, alors que le chiffre d'affaires Bic de la France ne pèse que 8%. Je pense que c'est un point important à dire. Bref, donc chez nous, enfin chez BIC, notre ambition aujourd'hui, c'est de vous apporter de l'enchantement. Voilà, quand on voit un briquet, on imagine les bougies, les fêtes, etc. On voit les marqueurs maintenant pour faire des tatouages, etc. Donc, on souhaite vous apporter de l'enchantement, de la simplicité en créant des produits, comme on dit, essentiels, de grande qualité. Voilà, bien sûr, sûrs, abordables, et dans lesquels vous aurez tous confiance. Voilà, donc ça c'est notre, et donc tout ça, donc notre mission derrière de produire tous ces produits-là. On a ces 3 grandes catégories que vous pouvez voir là, que vous connaissez probablement. Donc il y a évidemment tout ce qui est instrument d'écriture, il y a les rasoirs, et donc cette partie-là donc je fais partie de cette de GSC, donc groupe supply chain, et puis après on a aussi les groupes lighters, la partie donc briquet. Quelques chiffres qui me semblent intéressants. Donc, tout d'abord, voilà, on est un chiffre d'affaires en 2019 proche des 2 milliards. On est quasiment 13 000 employés dans le monde. Je trouve important de dire que chaque jour, il y a environ 31 millions de produits BIC qui sont donc achetés chaque jour. Et puis, on a au total 25 usines, dont 20 pour GSC. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante. Et oui. Vous ne savez certainement peut-être pas, mais si vous prenez des notes avec un BIC Cristal à l'heure actuelle, il vient certainement de la région parisienne et de Marne-la-Vallée. Tout à fait, merci pour ce commentaire, effectivement. Donc dans ce 50% de production française, effectivement, beaucoup de nos Cristal BIC viennent de là. Donc ensuite, donc on a BIC, on a à l'intérieur de BIC donc 2 catégories principales avec GSC. Donc dans le groupe supply chain, évidemment, il y a toute la partie logistique, delivery, planning, procurement, etc. Donc là, aujourd'hui, je me focalise vraiment sur la partie production, manufacturing. C'est ça que l'industrie 4.0, donc la production. Et mon équipe, voilà, elle est vraiment au cœur de tout ça. Donc, tout d'abord, voilà, quelle est la raison d'être de mon équipe? C'est évidemment quelque part de faire réussir les ambitions digitales et industrie 4.0 de BIC. Donc,
Pour cela, Manufacturing IT, c'est une équipe, on est des business partners, on peut dire, et on est au croisement, vraiment au crossroads, du manufacturing d'un côté, de l'operational excellence, OPEX, il ne faut pas le confondre avec l'OPEX en termes financiers, operational excellence, et puis évidemment toutes les technologies digitales. Et nous avons, donc vous voyez à droite, voilà, c'est 3 éléments dont je viens de dire tout à l'heure, les usines, l'IT et Operation Excellence, et puis tout ça à travers 4 objectifs. Donc le premier, c'est un peu mon obsession, c'est mon objectif principal, primordial, c'est de m'assurer qu'on répond aux expectatives IT de nos usines, de chacune de nos usines. Le deuxième, donc parce que évidemment les usines sont dans ce temps court, dans ce temps, cette pression du jour le jour, et donc on doit vraiment répondre très rapidement. Et évidemment, le deuxième objectif, c'est aligner ce temps court avec le temps long, le long terme, donc aligner ces besoins de chacune de nos usines avec la stratégie du groupe. Et donc pour cela, il faut travailler, il faut travailler de très près aussi bien avec nos usines qu'avec le groupe. Et donc le troisième, donc quelque part, on est ces facilitateurs, et j'ai jamais trouvé le mot enabler, mais un peu catalyseur, en français catalyseur pour la digitalisation et l'industrie 4.0, puisqu'on est un peu ce liant, et vous allez voir tout à l'heure en quoi ça correspond, ce lien entre 3 mondes. Et puis évidemment aussi derrière, ce qu'on veut, c'est améliorer l'efficacité opérationnelle, et on a perdu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, l'objectif derrière, c'est d'améliorer l'efficacité opérationnelle de BIC. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc c'est ce que j'appelle les 3 piliers de collaboration chez GSC, donc vraiment focalisé sur la partie manufacturing. Et donc, je me répète un petit peu, mais on est vraiment à la croisée de ces 3 mondes-là, mon équipe. Donc, les usines, évidemment, c'est le premier, c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui produisent. Donc, c'est le premier grand pilier, les usines de BIC. Évidemment, c'est une évidence, personne connaît aussi mieux le shop floor que eux. Ils assurent les opérations quotidiennes. Ils s'occupent évidemment, donc bien sûr qu'ils vont regarder aussi le moyen long terme, mais ils sont, je dirais fatalement, obligés de se focaliser sur le court terme. Et puis c'est évident. Aujourd'hui, nos opérations dépendent énormément de l'IT. Et donc c'est pour ça qu'on doit vraiment s'assurer que tous ces systèmes digitaux fonctionnent tout le temps. Et évidemment, il y a une pression très importante sur les résultats et la performance. Donc ça, c'est pour le premier grand paquet. On parlera tout à l'heure peut-être, mais on parlait tout à l'heure de la data. Et donc les data, elles viennent des machines. Et donc aussi le Operational Technologies, ces équipes-là, elles font partie de l'usine. Donc on pourra peut-être en parler tout à l'heure, quelle serait ma vision, mais en tout cas aujourd'hui, les équipes opérationnelles, elles font souvent partie de là maintenant. Je pense que BIC, c'est pas une exception. Très souvent, c'est le cas. Ensuite, on arrive au deuxième grand pilier de collaboration qui est l'excellence opérationnelle, avec évidemment cet objectif d'instiller le mindset lean chez BIC, de s'occuper de la gestion du changement, évidemment la standardisation des process, la gestion, l'amélioration continue, et ils détiennent aussi quelque part, d'un point de vue métier, la stratégie Smart Manufacturing de BIC. Et puis on arrive donc au troisième grand pilier qui est Manufacturing IT, où nous sommes, donc mon équipe, elle est composée donc évidemment d'une composante groupe en centrale, puisqu'on fait le lien avec l'IT, que vous pouvez voir un peu à gauche, un peu ces fonctions-là. Et aussi, j'ai des équipes IT locales dans chacune de mes usines pour faire ce relais opérationnel. Donc, voilà, quelque part, on est ce pont entre, d'un côté, les équipes IT Group qui s'occupent des réseaux, de l'infrastructure, des serveurs, des outils pour la BI, les data analytics. Ils vont nous mener vers la stratégie cloud, la cybersécurité, voilà, tous ces éléments-là que vous connaissez très bien. Notre ERP est géré par Groupe IT et tous les outils Office. Et de l'autre côté, on crée le lien, donc le pont avec le shop floor, puisque du coup, on est directement sur le shop floor. Et tout ça, ça nous permet, dans cette idée de GSC, quand GSC avec la nouvelle organisation, l'objectif, c'était de casser aussi bien les silos géographiques
que fonctionnelles. Et donc d'habitude, enfin souvent avant, on avait voilà des fonctions un peu géographiques, et dans chacune de ces fonctions géographiques, on avait les différents types de fonctions qu'on peut voir ici. Et là, l'objectif, c'était de casser ces silos-là, avoir GSC, groupe supply chain, monde. On travaille tous ensemble, on parle d'ailleurs de One Big. Et ces fonctions-là, il faut aussi casser les silos. Et donc, tout ça, c'est dans l'objectif de GSC. Et donc, on a cette vision globale et mondiale. Et là où, quelque part, je disais tout à l'heure, je parlais de création de liants, IT Manufacturing, elle a cette particularité de parler très, très, très bien les 3 langues. Donc, d'un côté, effectivement, on est une équipe qui a vécu dans l'usine, qui connaît vraiment bien le shop floor. J'ai fait les 3-8, par exemple. Je connais particulièrement bien la vie quotidienne des usines, et donc les équipes locales IT pareillement, ils sont dans l'usine, et donc ça c'est un peu cette force-là côté manufacturing. Ensuite, on parle évidemment aussi Operational Excellence, donc voilà, on n'est pas des spécialistes, mais on connaît bien le monde de Lean, Six Sigma, les 7 Ways of Lean, etc. On a cette culture-là. Et puis évidemment, on est aussi des geeks, on est des passionnés par la technologie, et donc on connaît très bien aussi le langage digital, technologique, etc., pour pouvoir faire le lien entre ces différents mondes. Et donc, voilà, c'est un peu cette idée d'être des facilitateurs et des catalyseurs pour réussir notre objectif d'industrie 4.0 et digitalisation. Alors, Aurelio, toi, donc, on a bien compris, ton rôle, il est de casser les silos finalement et de faire travailler ces mondes-là entre eux qui historiquement n'avaient pas forcément l'habitude de travailler entre eux. Il y a un sujet quand on parle d'industrie 4.0 auquel on pense forcément et qui réunit un peu ces mondes-là, c'est le sujet au sens général, la data, la donnée. Dans cette organisation-là que tu nous montres et la manière dont tu travailles, comment est-ce que c'est géré? Donc, je pense que c'est ça qui est, enfin, finalement, c'est très intéressant de cette petite triade, on peut dire, c'est que la data, en fait, elle va suivre le même schéma. En fait, la data, elle a besoin des 3 mondes pour fonctionner correctement. Et donc, peut-être, c'est une très bonne transition pour ma dernière slide. C'est notre grand projet groupe MES. Et donc là, vous allez voir, la data, elle est un peu partout. Et en fait, ça fait partie un peu de notre objectif principal de ce déploiement de MES qui, pour nous, et je pense que, voilà, évidemment, on n'est pas le seul, hein, on n'a pas inventé la roue. Hein. Le MES, en fait, quelque part, ça va être notre backbone, notre fondement pour aller vers notre industrie 4.0, vers cette digitalisation que on est tous en train de chercher, et que voilà, on sait tous que le chemin il est assez douloureux, hein, c'est pas évident. Et donc là, on a un très bon exemple de comment ces 3 mondes-là, ils ont besoin de collaborer. Et donc tout d'abord, évidemment, on dit toujours, les usines, c'est eux qui produisent. Donc c'est nos sponsors, c'est aussi les propriétaires de quelque part, les owners de la solution. Ce seront les owners de notre solution, MES Group, et c'est aussi nos clients, puisque c'est nos futurs utilisateurs. Et donc, évidemment, ils vont être focalisés sur le comment, puisque c'est eux qui font. Et donc, ils vont être plutôt focalisés sur le comment ce MES doit les aider à remplir au mieux et à faire cette amélioration continue et cette amélioration opérationnelle qu'ils cherchent. Et puis là, on arrive à la data. Hein, c'est en fait, finalement, c'est dans l'usine que la data, elle va émaner. C'est la source de la donnée. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi eux qui ont, d'un point de vue métier, ils ont les connaissances sur toutes ces données-là. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, on se rend compte que finalement, on a besoin des usines pour pouvoir exploiter ces données-là correctement, et aussi de pouvoir la recueillir correctement. Ensuite, on arrive au deuxième pilier, où je pense que la première ligne que vous pouvez voir à droite, je pense qu'elle est hyper importante parce que vraiment, on joue le jeu à fond. Le MES, il est co-dirigé par les 2 mondes, donc Operational Excellence et Manufacturing IT. On est 2 co-directeurs, puisque voilà, dans mon expérience, j'ai vraiment pu voir de près que quand tu as un projet comme ça, c'est souvent le cas, il est 100% tenu par l'IT.
voilà, on perd tous les aspects métiers, on n'a pas tout à fait la légitimité. C'est un peu compliqué de réussir à arriver vers le management du changement, parce que finalement, c'est pas forcément le rôle de l'IT, c'est plutôt un rôle d'une équipe comme l'Operation Excellence. Et quand c'est 100% métier, très souvent, on va laisser de côté, on va oublier toutes les contraintes techniques, infrastructure, data, toutes ces problématiques que nous, au monde IT, on connaît bien. Et donc, c'est la co-direction du projet MES. Ensuite, ils s'occupent de la stratégie, évidemment, long terme. Ils sont plus focalisés sur le quoi, quel est le scope fonctionnel, quels sont les éléments, les fonctions qu'on a besoin, typiquement la traçabilité d'un point de vue global, quelles sont nos ambitions en termes de traçabilité, en termes de généalogie, en termes d'exécution, etc., de notre shop floor. Donc, c'est typiquement ici, avec ces deux grands piliers, on a produit ce que tout le monde produit, le fameux core model, le Big MES core model. Et eux, d'un point de vue données, ils vont s'occuper donc plutôt de la standardisation et des besoins en termes de données. Et donc, parce que l'usine, les données qu'elle va pas utiliser opérationnellement, c'est assez logique, hein, elle va peut-être pas penser à la générer, cette donnée-là. Et côté Operation Excellence, on va vraiment penser à tout ce scope global. Et donc là, on voit tout de suite déjà que d'un côté, on a l'owner de la data, si on parle de data, et on a celui qui va m'aider à un peu les spécifications de cette donnée-là. Et puis après, on arrive à l'équipe Manufacturing IT. Donc, on est co-directeur de ce programme-là, de notre MES. Et donc, en tant que facilitateur enabler, on va évidemment au début plutôt nous focaliser sur l'ensemble architectural, aussi bien de notre outil, de notre IT, puisque une des grosses ambitions de tout ça, de ce qu'on est en train d'essayer de faire tous, c'est de casser le silo historique, hein, qui est très difficile à casser, aussi bien parlant technologiquement que organisationnellement, entre le monde opérationnel, les machines de production, et le monde IT. Et donc là aussi, notre équipe, voilà, on connaît bien les problématiques bas niveau, donc les problématiques liées au PLC, les problématiques liées à la machine, les problématiques liées au PC serveur, un peu cette architecture bas niveau. On connaît tous ISA 95, voilà, les différents niveaux IT, ce qui n'est pas forcément le cas quand on arrive dans les couches plus élevées informatique. On connaît aussi les contraintes liées à la data, typiquement. Et donc, c'est voilà, typiquement, quand on va parler des 5 V, hein, de la data, la velocity, la variété, etc., etc. Ensuite, on a quand même une expertise très focalisée manufacturing pour côté ERP. Et puis, on connaît bien, évidemment, aussi tous les systèmes IT du groupe. Et donc, c'est ce qui nous permet, quelque part, dans ce projet-là, comprendre le corps modèle, discuter avec eux, échanger, etc., pouvoir même, d'un point de vue informatique, comment on peut avancer sur les différentes discussions, sujets qui vont se présenter. Et en même temps, on va pouvoir faire le lien avec le groupe IT où voilà, il y a toutes ces contraintes-là. Si on veut aller vers du SaaS, on a besoin évidemment de Internet, on a besoin d'avoir de la reliability, la efficacité de notre connexion Internet. On a besoin d'une certaine infrastructure, on a besoin d'outils pour un jour exploiter correctement notre data et l'utiliser vraiment comme un levier. Et puis, voilà, toutes des problématiques de stockage, de partage, etc., etc. Voilà, Pierre, ce que je voulais en parler aujourd'hui. Si Aurélio, là, on a perdu. Bon, voilà. Si je résume, ce qui est fort, c'est que vous avez, pour faire de la data à échelle industrielle et pas juste bricoler dans un coin à droite à gauche avec des petites choses dont on fait un POC et ça donne rien, pour se dire on va utiliser de la data à l'échelle industrielle, on va avoir cette brique qui est le MES, donc Manufacturing Execution System, on a eu la question dans le chat, pour collecter, générer, avoir la traçabilité de la donnée et pour construire ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu que tu viennes aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de dire, on a réussi à réunir tous les métiers concernés. C'est pas un projet IT, c'est pas un projet de l'usine, c'est pas un projet d'excellence opérationnelle. C'est un projet qui est co-dirigé par l'IT, l'excellence opérationnelle, au service de l'usine. Et c'est un fonctionnement qui marche et qui permet d'avancer efficacement. Tout à fait. Et pour terminer, on peut dire ça résout pas mal de problèmes parce que souvent on se pose la question de la gouvernance. Comment on fait quand l'IT mène tout seul tout ça?
la gouvernance qui s'en occupe. Et quand on travaille tous ensemble, finalement, tout ça, c'est assez évident. En fait, la gouvernance, qui est l'owner, c'est le sponsor, le owner. Et donc, effectivement, je pense que et c'est voilà, j'étais ravi de découvrir cette organisation-là chez BIC, qui voilà m'a permis moi déjà de très vite rentrer dans les différents sujets, puisque c'était dans la volonté. Donc, on n'arrive pas en tant que IT, et donc très souvent, je l'ai vécu dans le passé, hein, l'IT, c'est un service souvent support, donc il n'est pas vraiment proche du métier, etc. Et là, il y avait cette volonté de nous mettre, même d'un point de vue physique, avant le lockdown, hein, le lockdown, c'est un peu compliqué les choses, mais physiquement, dans les bureaux, on fait partie de cette groupe supply chain où on a les achats, on a la logistique, on a voilà, ces fonctions IT, Operational Excellence, on est tous dans le même bâtiment, côte à côte. Et donc, voilà, c'est cette collaboration, je suis sûr, qui est au cœur du succès de ce gros challenge qui est l'industrie 4.0. Voilà. Et donc voilà sur le premier pilier, comment on arrive justement à connecter les machines, les hommes et derrière à exploiter cette donnée, à en faire quelque chose qu'on puisse exploiter dans le temps et de manière efficace. Le deuxième pilier, donc comme je l'ai dit, je vais passer assez rapidement dessus. On aura une session qui sera dédiée, mais bon, c'est un sujet on pouvait difficilement passer aujourd'hui et ne pas parler d'automatisation. On est quand même avec BIC et Legrand, avec des entreprises qui ont depuis des années des niveaux d'automatisation bon, je vais être poli, assez élevé, avec des très très beaux systèmes. Donc, on se dit finalement l'automatisation. Pourquoi Industrie 4.0, automatisation? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement? On utilise des choses depuis des années sur ces métiers-là. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et finalement, ce qu'on voit dans l'automatisation, c'est il y a une nouvelle approche de l'automatisation avec des nouvelles technologies. Et il y a le constat qu'on fait aussi, un peu d'espoir déçu. Finalement, pas tant, mais dans un premier temps, un peu d'espoir déçu. Il y a eu beaucoup d'attentes. On a pas mal de gens ont pu voir des vidéos fantastiques avec des hommes et des robots qui travaillent main dans la main, au sens propre, qui se tapent dans la main, qui font des choses ensemble, et que grâce à ça, on allait pouvoir massivement révolutionner nos ateliers. Bon, c'était des attentes. Finalement, quand on va un peu plus, quand on va sur le terrain, quand on voit les expériences de groupe, comment ça avance? Bon, finalement, le premier sujet, on se rend compte que la collaboration main dans la main, homme-cobo, pour faire une tâche extrêmement compliquée, finalement, c'est pas par là qu'il faut commencer et il y a finalement très peu de monde qui fait ça. Les nouvelles formes d'automatisation, qu'on parle de cobo, principalement de cobo, qu'on parle d'AGV, elles sont plutôt sur traiter des tâches à non-valeur ajoutée. Alors, ça paraît un peu décevant dit comme ça, de se dire finalement, je pensais que j'allais faire quelque chose d'ultra sexy et bon, je traite des non-valeurs ajoutées. Il n'empêche que ce sont des cas d'usage sur lesquels il y a de la valeur, sur lesquels il y a des choses intéressantes à faire et donc on verra plus en détail. L'autre chose, c'est que finalement, le déploiement massif, ça marche pas comme ça. Il faut apprendre ces nouvelles technologies et notamment un exemple, mais il y a une nouvelle gestion de la sécurité qui est liée à ces choses-là. Quand on parle d'un cobo, donc qui n'est plus dans une cage, le robot est en cage et le cobo n'est pas dans une cage, il y a une gestion logicielle de la sécurité. Ça nécessite un certain apprentissage et donc bon, des groupes comme BIC et Legrand travaillent là-dessus et pourraient témoigner plus en détail. Il y a une vraie courbe d'apprentissage de savoir gérer ces systèmes-là et les intégrer et les faire utiliser sur le terrain. Et la dernière chose, alors qui paraît pas très smart, pas très 4.0, mais c'est le retour en force. Alors pour ceux à qui ça parle du Karakuri, donc qui est l'automatisation en utilisant la gravité et sans moteur, puisque on constate dans les usines qu'on a une hybridation entre des systèmes d'automatisation historique, des machines spéciales par exemple, qu'on vient connecter ou au milieu desquels on vient mettre des cobots, des AGV, et les grandes difficultés qu'on rencontre sont souvent à l'interférence entre ces deux systèmes. Lorsque j'ai un cobo qui doit charger un convoyeur ou un AGV qui vient décharger une machine, c'est souvent dans l'interférence que c'est compliqué, que c'est dur à mettre en œuvre. Et c'est là où on se rend compte que les solutions aussi anciennes que tout ce qui tourne autour du Karakuri, en fait, viennent permettre de mettre l'huile dans les rouages, si je peux dire, et de mettre en place ces systèmes. Donc voilà, juste pour survoler, et encore une fois, c'est volontaire, on en parlera plus dans le détail sur une fois j'arrive dans un atelier, concrètement, comment je fais, comment j'attaque ce sujet pour savoir où est-ce qu'il y a des cas d'usage qui peuvent être intéressants et comment j'avance. Le dernier sujet sur lequel on va volontairement passer un peu de temps,
parce que quand on pense à Industrie 4.0, on pense beaucoup technique, mais Rogelio et Hervé peuvent tous les deux témoigner. Il y a aussi un gros sujet humain, organisationnel dans la conduite de cette transformation. Alors, je vais passer assez vite sur ce que nous, on a vu des groupes avec lesquels on a travaillé, de comment se construit un projet de transformation. Et ensuite, Hervé, je te passerai la main pour témoigner chez Legrand, comment est-ce que vous faites? Volontiers. Alors, finalement, pour la construction de ces projets, il y a un premier niveau qui est celui de c'est la vision, c'est de définir la stratégie. Et là, c'est le moment où on va parler de construire une roadmap, construire un plan de déploiement. Et la roadmap, c'est volontaire. On voit souvent qu'elles sont articulées autour de piliers data et de piliers automatisation. Donc là, on définit quels sont les sujets. Et ensuite, on a le plan de déploiement qui est, voilà, les sites. On va prendre d'abord tel site et tel site. Ils vont d'abord travailler sur tel sujet. Il y a tel sujet qui sont obligatoires. Donc, c'est vraiment de trouver quel sujet sur quel site qui permettent de dire comment est-ce qu'on va avancer. Bon, ça, c'est la vision, mais maintenant, il y a la question comment ça se passe sur le terrain. Parce que je pense que si on s'arrêtait au niveau de la vision, Hervé, tu nous dirais que tout est facile et tout va bien. Tout est facile, en tout cas. Comment ça se passe sur le terrain? Et ça, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 3 grands temps. Il y a un premier temps qui est vraiment celui où on essaye de créer une dynamique. Et là, c'est vraiment encourager les gens sur le terrain à tester des choses. On sait qu'il y a des projets qui n'iront pas au bout, mais c'est le but. Le but, c'est de tester, c'est de créer une dynamique, de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Petit à petit, à force de tester et en communiquant, et c'est ça qui est très important, dont Hervé parlera aussi, en communiquant sur ce qui est testé, il y a une courbe d'apprentissage. On commence à identifier des sujets, on se dit tiens, ça marche bien chez nous. Ça, par contre, non, ça marche pas. Cette technologie-là, elle fonctionne bien chez nous, celle-là, elle fonctionne pas. Et on peut petit à petit se dire, voilà quelles sont les choses qui marchent chez nous et sur lesquelles on va s'appuyer, sur lesquelles on va pouvoir vraiment passer sur du déploiement. Et ensuite, on passe sur du déploiement. Et là, toute la question est, comment est-ce que je balance, garder des initiatives en local? On ne tente pas d'imposer tous les sujets du central. En même temps, il y a certains sujets qu'on doit imposer. Donc, comment est-ce qu'on trouve la juste balance entre ces 2 choses? Et pour faire tout ça, il y a au milieu comment est-ce qu'on assure la cohérence de l'ensemble et comment est-ce qu'on coordonne tout ça. Hervé, je vais te passer la parole. Je vais te laisser déjà introduire le groupe Legrand. Merci Pierre. Donc en quelques mots, on va être rapide sur l'introduction du groupe, mais donc un groupe industriel spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Plusieurs centaines de milliers de références, donc un portefeuille d'environ 90 familles produits différentes, dont une trentaine sont déjà connectées. Alors on parle aujourd'hui de l'usine 4.0, mais nos produits également sont connectés et Legrand est également sur l'offre à ses clients de la connectivité. 4 lignes de produits principales, une appelée infrastructure utilisateur, interface utilisateur, pardon, qui s'occupe de commercialiser des interrupteurs, des prises, enfin voilà, le secteur sur lequel Legrand est leader mondial. Un deuxième qui s'appelle infrastructure électrique, donc incluant tout ce qui est tableau d'abonnés, disjoncteurs, onduleurs, cheminement de câbles, tout ce qui dessert finalement le bâtiment en infrastructure électrique. Une troisième stratégique business unit qui s'appelle système du bâtiment, donc gestion des éclairages de sécurité, portier vidéo, donc tous ces accessoires. Et enfin une dernière, infrastructure numérique qui s'occupe de tout ce qui est baie de brassage, éléments de brassage, audio-vidéo, et on est très représenté par exemple aux États-Unis sur ces domaines-là. 90 filiales commerciales distribuant dans à peu près 180 pays dans le monde, donc très grosse implantation commerciale, chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2019 et 37 000 collaborateurs pour animer l'ensemble de ce réseau à la fois industriel et commercial. 60 marques, hein, on ne le sait pas toujours, mais Legrand, ce n'est pas que Legrand, c'est également Betticino, c'est Planet Watom, c'est Wattstopper aux États-Unis, c'est Inform, des onduleurs en Turquie, voilà, donc 60 marques différentes chez Legrand. Et c'est une politique assumée hein, de conserver finalement les marques acquises qui sont très souvent des leaders mondiaux dans leur domaine d'activité. Donc, on se fait fort d'essayer de conserver leur aura de marque. Et 120 sites industriels hein, dans un certain nombre de pays dans le monde. Donc, vous imaginez à quel point, du coup, déployer l'industrie 4.0 dans 120 sites industriels peut être un certain enjeu.
Alors, justement, Hervé, comment est-ce que tu fais Voilà, donc toi, en charge de ça? voilà, si on peut passer au slide suivant. Alors, comment on construit une roadmap Industrie 4.0? Eh bien, d'abord, en parlant pas forcément d'Industrie 4.0, mais en la construisant sur des bases solides, en fait. Hein. Et quelles sont les bases solides chez Legrand? Eh bien, comme le disait Pierre tout à l'heure, une automatisation massive de l'ensemble de nos sites de production, et notamment dans un premier temps et dans les années 2010, essentiellement dans les économies matures. Et là où effectivement on a commencé à faire évoluer le modèle, c'est aussi à l'arrivée effectivement ce qu'on pourrait appeler smart automation proposé par l'industrie 4.0, où finalement l'automatisation s'est également ouverte à nos pays présents dans les nouvelles économies, hein, et où là effectivement ça nous a autorisé finalement à développer cette automatisation également dans ces pays-là, et Dieu sait finalement que leur main-d'œuvre est également en pleine croissance en termes de coûts, et que du coup ça devient important aujourd'hui. Deuxième support, deuxième base solide sur laquelle nous nous sommes appuyés, le déploiement de notre système d'excellence opérationnelle qui est appelé Legrand Way chez Legrand, qui a débuté dans les années 2010 par la création de fondations et le déploiement massif sur la production principalement au départ. Et puis aujourd'hui sur la production, on est plutôt sur un stade où on va venir finalement mesurer la performance générée par, ou l'amélioration de performance générée par le déploiement de ces activités de gestion de performance. On a rajouté sur ce pilier Legrand Way depuis 2 ans maintenant un système d'excellence opérationnelle sur la création de notre offre, parce qu'on s'apercevait que on était souvent assez long à renouveler nos gammes et pas toujours performant sur le délai de mise en production. Et donc du coup on a rajouté une couche de Legrand Way sur ces métiers-là, et puis très récemment, hein, puisque débuté cette année, sur la supply chain et sur nos fonctions support. Et puis donc du coup sur ces 2 bonnes bases solides, on est venu expérimenter l'industrie 4.0, alors qu'on a appelé, et c'est pas complètement anodin, mais on appelait ce projet usine 4.0 au démarrage de ce projet en 2017. Et ça a été essentiellement, comme l'a très bien expliqué Pierre, un projet au départ incitatif. Donc on a dit aux gens, voilà, vous avez à disposition des technologies innovantes, testez-les et proposez-nous finalement des améliorations de performance, des savings relatives à ces mises en œuvre. Et puis très vite, on est arrivé je pense, au problème qu'affrontent beaucoup de nos pairs, c'est que finalement, on avait des centaines de POC, ou au moins plus d'une centaine de proof of concepts qui avaient été développés dans nos usines, quelquefois, plusieurs fois la même chose, avec des technologies différentes, et donc finalement, un peu de perte d'efficacité sur cette notion de test. Et ça, c'était un peu le côté négatif. Et puis le côté positif, malgré tout, c'était aussi de s'apercevoir que certaines d'entre elles étaient absolument bénéfiques pour le groupe, et que évidemment il fallait s'attacher à essayer de les déployer massivement pour en tirer les bénéfices qu'on pouvait en espérer. Et donc du coup en 2020, enfin fin 2019, j'ai pu proposer au groupe une roadmap s'appuyant sur finalement le résultat de nos expérimentations, qui s'attache à déployer principalement, alors je vous disais tout à l'heure, 120 sites industriels. Alors évidemment, comme dans tout ce type d'entreprise, il faut prioriser. Et du coup, on va s'attacher à déployer cette roadmap sur les 36 sites industriels majeurs qu'on appelle sites de rang A chez Legrand, et qui représentent presque 60% de notre chiffre d'affaires en coût de production. On a donc identifié les axes principaux que je vais vous commenter sur le slide suivant, et puis on a rajouté finalement une notion assez importante qui est standardiser nos développements, puisque ce qui est important également, c'est de préparer l'avenir. Et comme le disait tout au début de son intervention Pierre, on a tous la problématique d'être avant tout en train de déployer des roadmaps sur de l'existant. Et donc du coup c'est compliqué, mais il faut penser au futur, il faut penser comment se simplifier la vie finalement demain. Voilà, donc Pierre, si tu veux passer au slide suivant.
Et donc sur le slide suivant, c'est la présentation de la roadmap Legrand dans ses grands axes et de comment finalement on gère cette transformation au sein du groupe. Alors, comme je disais tout à l'heure, les initiatives ont été d'abord initiées par le terrain et testées sur le terrain. Et donc, du coup, il nous a fallu faire adhérer tous ces gens qui avaient testé des solutions et finalement les faire co-designer notre feuille de route en décidant par eux-mêmes finalement des standards que l'on allait appliquer au niveau du groupe. Et en étant parfaitement conscient et en expliquant que ce ne serait que par finalement le déploiement massif, donc l'effet d'échelle, qu'on arriverait à générer les savings attendus. On a détecté finalement 3 types d'initiatives au travers de ces nombreux pilotes ou POC. Des initiatives dites structurelles où finalement on s'est dit celle-ci, si on veut aller plus loin, il faut la mettre en œuvre avant toute chose, et notamment des notions de standardisation d'outils et d'infrastructures. Et donc, j'en cite quelques-unes, infrastructure IT ségrégée. Je pense qu'on a tous cette problématique de risque induit par l'ouverture de nos réseaux IT industriels. Et donc, du coup, comment protéger? Donc, on a établi au niveau du groupe Legrand un standard IT déployable dans l'ensemble du monde par l'intermédiaire d'un intégrateur que l'on a sélectionné pour le faire. Et du coup, on est capable de proposer ça à n'importe quel site voulant entamer une journée 4.0. On a également essayé de standardiser un certain nombre d'outils qui nous paraissaient cruciaux pour élaborer finalement une stratégie commune. Du coup, on a choisi d'en standardiser 3. Déjà, on propose à l'ensemble des acteurs du groupe un SCADA, donc un système d'acquisition de données unique, standard, pour l'ensemble des sites. Comme nous ne sommes pas des spécialistes de la donnée, on a sélectionné un intégrateur mondialement représenté qui s'appelle ATS Global et qui nous aide à finalement développer et déployer les utilitaires que nous allons créer, mettre en œuvre sur cette plateforme SCADA. Deuxième outil qu'on a choisi de standardiser pour le groupe, c'est l'outil GMAO. On a décidé que finalement, si on voulait s'intéresser à nos assets, il fallait qu'on puisse les gérer de façon centralisée pour gagner en efficacité. Et du coup, on a choisi de faire confiance à Carl, un logiciel de GMAO. Et du coup, plus personne maintenant ne s'interroge sur le choix. Le choix, c'est Carl. On a également choisi de s'associer avec un partenaire de traitement de la donnée, ce qu'on appelle Big Data, qui sera peut-être pas le dernier, puisque c'est une solution qui est encore assez à un stade assez initial chez nous pour l'instant. Et donc pour l'instant, voilà, on a choisi de travailler avec BrainCube. On a quelques projets démarrés avec eux, mais c'est quelque chose qui peut évoluer. Voilà. Mais donc on a standardisé ces outils, c'est le message principal. Ensuite, on s'est attaché à travailler sur l'évolution des compétences et l'évolution des organisations. Un automaticien d'hier n'est plus vraiment un automaticien d'aujourd'hui. Il doit gérer la donnée, il doit standardiser la donnée, et ça fait partie des bases qu'on a cherché à inculquer. Et puis nos administratifs, par exemple, ne sont plus non plus les mêmes administratifs qu'avant. Des gens qui saisissaient à longueur de journée des OF terminés pour les saisir dans l'ERP, aujourd'hui on automatise cette fonction. Et donc du coup, il a fallu aussi apprendre d'autres métiers à ces gens qui réalisaient de l'administration de ressaisie dans le passé. L'évolution d'organisation, mettre de la donnée en temps réel, c'est aussi ajouter de l'autonomie aux gens. Et l'autonomie, il faut apprendre à la gérer. Et donc, du coup, on s'est attaché sur in situ à former les gens à la prise de décision, compte tenu effectivement du fait qu'on mettait à leur disposition des éléments pour pouvoir le faire. Et puis, on a remis au goût du jour ce qu'on appelle nos pôles d'expertise, puisque on est à peu près certain que la data analytique, qui est le pilier auquel on croit le plus en termes de ROI et de retour et de savings, doit passer au travers de l'expertise de nos pôles de compétences. Je vais citer un exemple, mais chez Legrand, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais on possède un parc de 1000 presses à injecter dans le monde. Et donc, du coup, on a évidemment des pôles d'experts sur ces presses à injecter.
Et on ne peut pas faire autrement que d'interroger ces experts métiers quand on veut parler de data sur des presses à injecter. Donc l'important. Hervé, oui. Il nous reste 5 minutes, donc juste, Ouais. on a donc ça c'est le bloc initiative structurelle, c'est vraiment la partie, on dira, obligatoire pour avancer sur le 4.0. Un site qui est, on va dire, qui est décidé d'avancer, doit avancer sur ces choses-là. Absolument. Alors, j'assistais sur cette partie-là parce qu'en fait, c'est la partie qui est réellement est le plus transformant pour l'entreprise. Hein, et comme c'était notre thème, je vais aller un peu plus vite sur les initiatives globales, même si c'est évidemment le cœur du métier et que c'est là où effectivement on va générer les savings. Mais voilà, comme tu le disais, quelque chose de très traditionnel, connecter nos usines. Hein, donc connecter nos usines, je le disais tout à l'heure, on a fait le choix d'un SCADA standard et on a une roadmap de mise en œuvre où on veut que 100% de nos sites stratégiques soient connectés. Un site connecté, c'est quoi? Un site connecté, c'est un site sur lequel les machines sont capables de délivrer de la donnée et d'interagir entre elles. Voilà. Donc, et évidemment, quand je dis délivrer de la donnée, c'est la donnée nécessaire à ce que l'opérateur, comme je disais tout à l'heure, prenne les bonnes décisions. Le pôle Big Data, s'intéressant aux expertises métiers. Encore une fois, quelques expériences sur ce domaine-là. C'est là où on voit les plus gros ROI. Et les paybacks les plus rapides, mais qui évidemment a comme enabler ou comme prérequis de connecter l'ensemble de nos machines du pilier numéro 1. Pilier numéro 3, donc automatisation des tâches et des flux. Là, comme le disait tout à l'heure Pierre, on est sur principalement de l'automatisation de tâches à non-valeur ajoutée, mais c'est aussi pour mieux faire que les opérateurs se concentrent sur les tâches à valeur ajoutée. Et là aussi, on en voit un retour certain. Et on a réinventé une raison d'être par la même occasion à notre technocentre, puisque finalement, il avait perdu un peu de son aura par le fait de trouver facilement sur le marché des machines assez standards pour fabriquer nos produits. Et finalement, l'offre technologie nous permet aussi d'avoir un nouveau métier qui est d'intégrer l'offre technologique. Et du coup, le technocentre de Legrand, maintenant, est chargé de réaliser ça. Et puis, le dernier pilier dont j'ai déjà parlé, qui est d'intégrer toutes ces connaissances, finalement, dans notre roadmap de développement pour mettre en natif, finalement, l'ensemble des sujets qu'on aura pressentis dans les piliers précédents. Et puis, dernier, très rapidement, les initiatives locales qui sont nécessaires, puisque les usines ont besoin de renouveler leurs équipements, ont besoin d'industrialiser des nouveaux produits. On a des besoins spécifiques à certains endroits, il faut en tenir compte. Et en plus, évidemment, ces initiatives locales sont source d'alimentation de notre roadmap et on espère bien que dans les années à venir, on aura d'autres piliers ou qu'en tout cas, les piliers annoncés et les technologies portées par ces piliers augmenteront en termes de quantité. Et alors, Hervé, tu te doutes de ma question, c'est justement comment tu gères la balance entre le structurel, donc ça on a compris, c'est du non négociable, et ouais. ensuite comment tu gères la balance entre les initiatives globales et les initiatives locales? Alors, on le gère au travers de partage. On souhaite, depuis finalement fin 2018, on a demandé au site de ne plus démarrer des initiatives du type POC sans passer par l'organisation centrale de gestion du projet, pour déjà, d'une, vérifier qu'on ne l'a pas déjà fait, et deux, de bénéficier finalement de ce qu'ont fait potentiellement déjà les autres. Mais en plus, ça permet finalement de partager et puis, encore une fois, comme je disais, d'être source potentiellement à de nouveaux piliers. Comme tu le disais, les 4 piliers là qu'on voit là sont des choses qui sont poussées dans le groupe, hein, avec des objectifs précis, challengés par notre management général Legrand. Les initiatives locales sont un peu plus, je dirais, libres d'accès, mais maîtrisées, partagées, expliquées, pour qu'on puisse en bénéficier tous. Et j'ai mis du coup en annexe, tu peux peut-être le montrer, mais un exemple de partage. Alors c'est pas très lisible, mais c'est pas le but. Mais on a un one pager en fait qui est rédigé par les sites réalisant des initiatives. Là par exemple, c'est un exemple sur de la réalité augmentée où on a mis en place un système DIOTA d'analyse de postes de travail et de processus de procédures d'assemblage. Et du coup, voilà, ça se déroule comme ça, c'est-à-dire qu'en réunion, le site qui a testé vient montrer son
son one-pager et expliquer finalement les réussites, les échecs, quelquefois, parce que ça peut servir également, les prérequis. Voilà. Et donc, du coup, ce partage nous permet finalement de bénéficier de ces initiatives locales. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes. On va prendre on a des questions qui ont été envoyées, donc on va les prendre. N'hésitez pas dans tous les cas à envoyer vos questions sur le chat. On n'aura pas le temps de répondre à toutes là, mais on enverra un document avec les slides et on mettra la réponse aux questions par écrit dans le document qui sera envoyé. Alors, la première question, Rogelio, je pense elle était pour toi, c'était sur la partie data, mais bon, Hervé, tu pourras aussi témoigner si tu veux. Elle va être dure à répondre, à mon avis. Mais si tu devais citer 3 données primordiales à remonter, demain, t'as pas le choix, Rogelio, tu dois en choisir 3, c'est lesquelles? Enfin, 3 données, c'est 3 groupes de données. Je pensais à 3 groupes de données liés au ROI. Hein. Donc, la première, c'est tout ce qui est inventaire. Il faut absolument remonter les inventaires. La deuxième partie, ce serait toutes les données liées à la performance, donc le temps de disponibilité de la machine, la productivité, le throughput, comme on dit en anglais, et les problèmes de qualité, le scrap, etc. Et puis, le troisième élément serait lié aux données process. Ok. Oui, parfaitement en phase et en insistant peut-être un peu sur la donnée process, parce que regarder la performance depuis un tableau dans un bureau, c'est très bien, mais vraisemblablement, enfin, en tout cas chez Legrand, on a identifié que la donnée qui générerait le plus de savings pour le groupe, ce serait certainement la donnée process. Alors, je vais en prendre une autre qui était pour toi, Hervé. Les critères de succès, tu dirais, du projet de digitalisation chez Legrand? Les critères de succès, traditionnellement, on aurait pu répondre ROI, mais je pense qu'avant tout, c'est certainement le dynamisme des gens autour du projet. C'est-à-dire que le fait d'avoir commencé très bottom-up, en fait, on a obtenu une adhésion très forte finalement du shop floor. Et Aurelio en a parlé, et je pense que c'est vraiment l'élément primordial, c'est faire que les gens du terrain acceptent finalement le changement, utilisent les outils, parce que encore une fois, mettre un andon dans un atelier qui présente des résultats, si ça sert à personne, ça sert à rien du coup. Et donc du coup, voilà, je pense que le critère de succès, le principal, en tout cas celui que moi je cherche à atteindre en permanence, c'est satisfaire finalement les clients de cette roadmap. D'accord. Bon, et juste avant qu'on conclue en 2 minutes, et parce que je poserai la même question à Rogelio après, et sur le critère de succès, celle-là, mais Hervé, toi qui étais en plus un des tout premiers à participer à VI4, est-ce que tu peux dire en un mot ce que tu en as tiré et également ce que ça apporte ce que ça a apporté à Legrand? Ben, j'allais dire que presque notre roadmap a été co-designé par VI4, c'est-à-dire que finalement, j'ai beaucoup échangé avec de nombreux groupes. BIC, on est évidemment très proche. Leur métier, c'est aussi de l'injection. On a beaucoup échangé sur notre approche, mais je pourrais citer Danone également, avec lesquels on a beaucoup échangé. Quand j'ai annoncé, il n'y a pas de secret sur ces chiffres, mais j'ai annoncé une roadmap pouvant rapporter plus de 40 millions d'euros au groupe Legrand sur le nombre d'années étalées de mise en œuvre. Quand on prend ce type de risque, il faut avoir quelques assurances. Et finalement, l'assurance, je l'ai gagnée aussi au contact des gens que j'ai fréquentés dans ce groupe de partage, où finalement, on s'est tous un peu rassurés les uns les autres, en montrant finalement quels avaient été les résultats de nos initiatives et en bénéficiant de l'expérience de chacun. Et alors, Rogelio, même double question pour toi. Tu dirais que les critères de succès de la transformation 4.0 de BIC en première, et la deuxième, toi qui nous as rejoint plus récemment lorsque tu as rejoint BIC, donc avec un œil plus neuf, qu'est-ce que tu dirais pareil que ça t'apporte? Donc, bon, je commençais par voilà, parce que je suis tout à fait en phase avec Hervé. Et j'ajouterais, en fait, moi, j'ai toujours été convaincu par le pouvoir de la dialectique, de l'échange. Et donc, non seulement je me suis conforté plusieurs fois sur certains choix, comme on dit, voilà, diminuer les risques, etc. Mais je pense que j'ai évolué ma vision avec tout simplement les discussions qu'on a pu avoir entre nous, avec toutes les. Moi, ce que je trouve parfait et génial, c'était quand on collaborait tous ensemble dans les whiteboards, etc. Ces moments de workshop ensemble.
en fait, on se pose des questions que très souvent on n'a pas le temps de se poser. Et c'était un moment parfait pour pour prendre du recul et remettre à plat un peu ses idées. Je vois qu'il y a 2 questions. Donc, il y a une partie sur la GMAO. Chez BIC, la GMAO, elle fait évidemment partie de l'industrie 4.0. D'ailleurs, pour moi, l'industrie 4.0, la clé, c'est ce que j'appelle toujours l'intégration verticale et horizontale. Donc, verticale dans l'usine, déjà au niveau de l'usine, la qualité, le schedule, enfin la planification opérationnelle et la maintenance et l'exécution doivent être, on doit casser tous les silos et bien intégrer tout ça. Donc, ça fait partie de l'industrie 4.0. Et j'irai plus loin, c'est que si on veut vraiment atteindre l'industrie 4.0, il faut aussi réussir notre horizontale, donc vers ce qui se passe après et avant la production. Et puis voilà, par rapport à la transition 4.0, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Je pense que voilà, c'est public, donc on peut en parler. Mais BIC a racheté il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, Rocketbook. Je vous invite à aller regarder un peu ce que ça donne. C'est un peu ce hybride entre le monde digital et le monde papier. Donc, c'est du papier effaçable, mais qui permet de remonter tout ça vers le cloud. Et donc, évidemment, on le sait qu'il faut qu'on réussisse notre transition digitale 4.0, pas uniquement en termes d'industrie, mais aussi en termes de modèle commercial. Exactement comme Hervé l'expliquait, il y a l'industrie 4.0, il y a le produit connecté aussi. Il est 16h, donc ça fait 1 heure. Donc merci Rogelio, merci Hervé, merci à tous les participants en ligne. Donc je le redis, on va prendre les questions, on va les envoyer à Rogelio et Hervé et on mettra les réponses par écrit dans la présentation qui sera disponible suite à ce webinaire. Voilà, donc merci à tous, bonne journée. Donc à bientôt, on va organiser des prochains webinaires sur d'autres sujets. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci Pierre. Merci Gabriel.